Nous aussi, on est resté là, on a pratiquement fait 5 ans ici. Et c'était vraiment beaucoup plus petit que ça. Mais là, on voit que ça a beaucoup avancé, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a eu de nouveaux locaux, vraiment c'est salutaire quand même. Et je vous encourage aussi, ce n'est pas évident aussi. En fait, pour revenir au thème du jour, je pense que c'est très très important d'aborder le thème de la santé mentale. Aujourd'hui, tout le monde en souffre. Aussi bien les étudiants que les professionnels que nous sommes, et même d'autres personnes. Tout le monde en souffre. Donc c'est un thème éminemment pertinent dont nous allons débattre tout à l'heure. Voyez-vous. Donc je suis Fama Cissé Thiam, je suis la présidente de l'Alumni des anciens stagiaires sénégalais en Corée du Sud, de l'ALASCO, qui compte aujourd'hui près de 800 membres. Tous les Sénégalais fonctionnaires qui ont eu, parce qu'on ne recrute quand même que des fonctionnaires pour l'ALASCO, mais il y a des formations également pour étudiants, des bourses pour étudiants qui sont octroyées par l'ambassade de la Corée du Sud au Sénégal. Je sais que ce n'est pas des bourses difficiles à décrocher. C'est seulement que les étudiants, soit ils ne sont pas bien informés, soit ils s'y prennent tardivement. Mais c'est des bourses qui sont là chaque année. Il y a des retours de bourses parce qu'il n'y a pas de prétendants à ces bourses-là et on les retourne. Donc tout à l'heure, dans les questions-réponses, on va vous en parler davantage. Pour revenir à l'ALASCO, comme je disais, c'est un alumni qui comprend 800 membres. Et chaque membre a été une fois en Corée du Sud, qui pour une formation de courte durée, comme nous avons fait quelques semaines là-bas, qui pour une formation de longue durée, comme les FAFA et autres, qui ont fait un master là-bas pour 2 ans, donc dans les universités aussi prestigieuses que l'université de Yonsei, il vient de Yonsei, la Seoul National University of Education, plein d'universités qui pourraient vous accueillir plus tard. Donc on est 800 membres et quand on revient, on est membre de l'ALASCO. Et l'ALASCO est financé entièrement par la coopération coréenne. Chaque année, il met à notre disposition 20 000, je sais pas, plus de 20 000 $ pour des activités. Et ces activités-là sont déroulées dans le cadre des donations, dans des orphelinats, dans des pouponnières, dans des écoles primaires rurales, etc. Mais également, il y a des sessions scientifiques comme celle-là que nous organisons aujourd'hui, au cours desquelles nous choisissons des thèmes et nous ciblons également donc, des auditeurs, des participants, comme dans les universités ou bien dans les écoles de formation. Récemment, on a été à l'ISEP de Diamniadio, où on a déroulé également un thème. Nous avons également organisé une session de knowledge sharing récemment à Résidence Mamoun. Et pendant cette session-là, les étudiants qui sont partis en Corée du Sud, qui ont eu à passer là-bas 2 ans pour un master, ils sont rentrés et ils ont voulu partager avec nous leur sujet de thèse, de mémoire. Voyez-vous, ils nous ont vraiment régalé ce jour-là. Il y avait Amar, il y avait l'autre, dont j'oublie le nom. Ils nous ont vraiment régalé de leur sujet de mémoire. Donc, en gros, c'est ça que nous organisons comme activité. Et la boucle, à la fin d'accord. Et en fin de session, nous organisons une assemblée générale, donc tous les ans, pour faire le bilan de l'ensemble des activités. Cette année-ci, on a à faire une nouveauté, parce que nous allons organiser une session culturelle avec la Corée du Sud. On va aller donc à la place du souvenir avec les Sud-Coréens et les volontaires sud-coréens et les travailleurs de la KOICA, et nous-mêmes, Sénégalais, nous allons donc nous habiller traditionnellement, nous allons échanger nos plats officiels de nos pays, etc. Donc ce sera la grande nouveauté pour cette année-ci. Certainement, certains d'entre vous seront invités à cette activité-là. Donc voilà en gros ce que nous faisons au niveau de l'ALASCO. Et nous sommes très honorés aujourd'hui d'être là, à la faculté des lettres, comme je vous l'ai dit. C'est un milieu que j'ai connu aujourd'hui et je suis heureuse d'y revenir pour un prétexte aussi pertinent que celui de la conférence sur la santé mentale. Le président a pris cette initiative très noble et qui vient vraiment à son heure de pouvoir échanger, sensibiliser sur la question de la santé mentale, qui aujourd'hui est une thématique très actuelle et de plus en plus beaucoup d'acteurs
cherche à organiser des réflexions, des sensibilisations pour que l'on en apprenne davantage. Et comme l'a dit président au carré, je l'appelle président au carré parce que c'est président Abdou Diouf 2 fois. Abdou Diouf, ex-président du Sénégal, Abdou Diouf, président du club de psychologie, qui fait vraiment un excellent travail en tant que notre étudiant de la première promotion de psychologie, du département de psychologie, qui vient à peine d'entrer au Master 2. Le Master 2 n'a même pas encore démarré. Mais à travers son intervention, on sent vraiment la maîtrise du sujet, on sent vraiment l'engagement dans la compréhension de la problématique de la santé mentale, et combien déjà il y a un potentiel à aller beaucoup plus loin sur la filière qu'il a choisie, c'est-à-dire la filière d'un psychologue clinicien qui est appelé à écouter et qui est appelé à accompagner. Le psychologue, c'est avant tout quelqu'un qui sait écouter et accompagner les étudiants. L'université, c'est un monde très complexe. Et l'université, c'est un environnement générateur de stress et d'angoisse. Parce que en venant à l'université, on laisse beaucoup de choses derrière soi. On rompt avec la famille, on rompt avec les amis, on rompt également avec les ex-camarades de classe, ça demande le système dans lequel on évolue. Et on intègre un nouveau système où on en connaît très peu. Et généralement, l'individu par nature a peur de l'incertitude. A peur de l'incertitude parce qu'il n'a pas de repère pour pouvoir avancer correctement. L'université est un monde assez spécifique. Donc quand vous venez à l'université, vous devez tout reprendre presque à zéro. La manière de suivre les cours à l'université et d'apprendre est différente de la manière que ça se faisait à l'école. Le monde que vous retrouvez, pour la plupart, c'est un monde beaucoup plus important. Le rythme est différent. Ensuite, vous devez construire de nouvelles relations. Vous avez laissé vos anciens amis, maintenant il faut avoir de nouveaux amis. Comment je vais me faire des amis? À travers les connaissances avec qui je partage les gens qui viennent du campus social. Donc tout ça, ce sont des moments qui génèrent le stress, qui génèrent de l'angoisse. Et cette angoisse, effectivement, va nous amener à hésiter, à nous poser beaucoup de questions, à ne pas toujours savoir ce que l'on doit faire et comment on doit le faire pour être efficace. Parce que un individu sain d'esprit, c'est un individu qui réagit adéquatement face aux différentes situations dans lesquelles il est. Et le fait de ne pas pouvoir agir de façon adéquate est souvent un indicateur de déséquilibre psychologique. Et souvent, on n'en prend pas conscience et on pense que ça devrait être comme ça. Mais on sent que on n'est plus la même personne. On remarque des changements en nous. Parce qu'on est chargé de nouvelles émotions, on est chargé d'une angoisse qui fait que, effectivement, on ne sait pas exactement comment s'y prendre pour être à l'aise. Et quand on n'est pas à l'aise, effectivement, on ne peut pas
apprendre correctement. Et apprendre et être à l'aise, c'est vraiment savoir être dans un environnement où on se sent en adéquation avec tous les éléments de cet environnement. À l'université, les éléments de cet environnement, ce sont les études. Comment faire pour étudier efficacement et réussir, mais également, vous êtes des êtres humains, vous êtes des êtres sociaux. Vous devez continuer à avoir des relations avec les autres, parce que vous avez rompu avec les personnes qui vous étaient les plus proches, la famille, les amis. Maintenant, il faut se refaire une famille, il faut se refaire des amis. Et surtout pour la plupart d'entre vous, c'est à un âge charnière. On quitte un peu l'adolescence pour commencer à entrer dans le monde des adultes. C'est à l'université, souvent, peut-être pour certains, un peu avant l'université, mais essentiellement, c'est à l'université qu'on découvre le premier amour, les premières déceptions. Il m'a largué, il m'a trompé, etc. Et ce sont de petits drames que nous tous nous avons vécu et que vous vivez. Et puis ça fait partie de la vie. Et ce sont des situations qu'il faut gérer. Parfois, on n'a pas le courage d'en parler. Mais comme l'a dit, il faut en parler, il faut savoir avec qui en parler. Entre amis, on peut en parler, mais quand ça devient sérieux, quand on n'arrive plus à manger, quand on n'arrive plus à dormir, quand on passe tout son temps à pleurer parce que comme on dit. Donc ça pose problème. Ça pose problème. Voilà. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a des personnes beaucoup plus indiquées comme aussi Mme Diop qui va nous rejoindre bientôt, qui vont en parler. Je voulais juste marquer de ma présence pour montrer vraiment notre, comment dirais-je, fierté de pouvoir co-organiser cet événement. Et nous-mêmes, au département de psychologie, nous avons un programme spécial cette année sur la santé mentale. Au mois d'octobre, le 10 et le 11. Le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et on va organiser un grand forum le 10 et le 11 au sein du campus pédagogique et social. Et ce sera l'occasion vraiment d'avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges pour davantage sensibiliser sur la question de la santé mentale. Et nous sommes en train également de travailler sur la mise en place de dispositifs qui puissent permettre aux étudiants qui ont vraiment de sérieux problèmes à avoir des interlocuteurs qui peuvent aller vraiment se confier pour avoir l'accompagnement nécessaire. Aussi bien, on a déjà démarré au niveau du cours, mais on va démarrer également ici au niveau du campus pédagogique. On est en train de voir dans quelle mesure nos anciens locaux à l'UCAD 2, nous allons utiliser cet espace également pour pouvoir accueillir les étudiants, mais également même le personnel de l'UCAD qui également a besoin d'accompagnement sur les questions de santé mentale. On espère avoir Alasco et puis Kweka pour la suite des activités en rapport avec la santé mentale, mais également d'autres activités. Et nous, vraiment, encore une fois, je salue cette initiative et vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de consacrer une journée pour la sensibilisation en milieu estudiantin et c'est extrêmement important. Je vous remercie. Tout comme on considère qu'un enfant qui fuit en répétition, il fuit quelque chose. Donc, avant, si on le retrouve plusieurs fois dans la rue, on le met dans un centre. La police le passe parce que les travailleurs sociaux considèrent qu'on ne va pas à chaque fois leur emmener chez lui. Si l'enfant fuit, ça veut dire qu'il fuit quelque chose. Donc, il faut mettre en place une recherche pour comprendre ce que l'enfant fuit. Donc, il y a quand même des situations familiales de maltraitance qui parfois sont insidieuses et ne peuvent pas être vues par des preuves. C'est-à-dire que peut-être que son père ne la battait pas, mais peut-être qu'il faisait autre chose, comme peut-être que la manière dont elle était dans la maison ne lui convenait pas. Et aussi,
un enfant est souvent fidèle à ses parents. Donc pour qu'un enfant aille donner des indications à la gendarmerie ou à la police contre ses parents, il faut une raison sérieuse, en général. Et si jamais, même si c'est le cas, si jamais l'enfant n'a pas effectivement été battu selon ce qui a été dit dans le témoignage, si jamais on ne trouve pas que le témoignage est concordant avec la réalité, selon les preuves qu'on obtient, et là encore je dis selon les preuves qu'on obtient, parce que peut-être qu'on n'a pas obtenu toutes les preuves. Dans ce contexte-là, un enfant qui est amené à ce point, c'est peut-être un enfant qui souffre d'un trouble particulier, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il souffre, il n'est pas pris en charge. Donc, dans tous les cas, il y a une situation qui nécessite une prise en charge. Maintenant, est-ce qu'on peut accuser une personne en particulier et mettre une personne en particulier sous accusation avec une intervention judiciaire? C'est ça que l'enquête doit déterminer. Mais, encore une fois, moi je ne suis pas informée des détails de l'enquête pour donner un avis éclairé par rapport à la situation. Maintenant, quand je dis que ce n'est pas normal d'avoir peur de ses amis, je peux comprendre que, par exemple, vous ayez des parents qui soient stricts et que vous ayez peur de ramener une mauvaise note à la maison parce que vos parents vont vous critiquer, mal vous parler. On peut avoir peur de ça. Mais encore une fois, c'est une peur relativement familiale qui est dans un contexte d'éducation où on a surtout peur de décevoir ses parents. Maintenant, si on a peur que nos parents nous tuent parce qu'on a une mauvaise note, là, ce n'est pas normal. Ça veut dire que la relation qu'on entretient avec nos parents est une relation qui nous met dans une situation de panique ou de danger réel, qui ne devrait pas forcément exister dans un contexte de bienveillance d'éducation. Si on a ce type de peur dans nos relations sociales, amicales, ça veut dire qu'il y a une forme de situation de danger qu'on vit dans notre situation amicale. Je vais donner un exemple. Si vous êtes dans des rapports avec vos amis qui vous disent fais quelque chose, ou bien je vais te faire quelque chose, c'est-à-dire va par exemple voler cet article dans ce magasin, ou bien si tu viens et que tu n'as pas volé l'article, je vais te faire du mal. Là, c'est un problème. Là, vous avez peur de votre ami. Parce que peut-être que vous avez peur de la sanction dont on vous a parlé. Par exemple, si l'ami en question vous a dit si tu ne ramènes pas l'objet, je vais te faire ça, vous avez peur de ça, et ce n'est plus de l'amitié. Ça devient une autre relation. Et quand on est dans une autre relation comme ça, ce n'est pas de la bienveillance, ce n'est pas du soutien, ce n'est pas de la camaraderie, c'est autre chose, et cette autre chose-là, ça ne vous fait pas du bien. Les amitiés, on les construit dans le temps, dans notre vie. Ce n'est pas des relations obligatoires. On choisit les personnes avec qui on va être amis. Même si parfois on peut nous imposer des amitiés, par exemple, votre amie a une amie et puis elle veut que vous soyez tous amis, et vous vous sentez un peu imposer cette amitié, vous pouvez toujours choisir. Vous devez vous sentir libre de dire bon, moi je ne suis pas trop proche de cette personne, donc je n'ai pas trop envie de passer du temps avec elle. Donc dans tous les cas, on est supposé avoir la liberté de choisir ses amitiés et de bouger dans l'amitié, c'est-à-dire être plus ami, moins ami, prendre ses distances, rester proche, comme on le souhaite, comme on se sent à l'aise de le faire. Si on a peur qu'il nous arrive quelque chose, si on ne reste pas ami avec cette personne, ou si on ne fait pas ce que cette personne nous dit de faire, là, on n'est plus dans une amitié volontaire où on participe. On est dans une relation de harcèlement. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, ce que moi je conseille aux étudiants qui souhaitent consulter, mais qui ont peur, parce que soit ils ont peur du fait d'être en face d'une personne qu'ils ne connaissent pas, ou alors qu'ils ont peur du coût de la consultation, en général, les personnes qui souhaitent consulter viennent et le disent et on trouve des solutions. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs situations où, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent, mais il y a eu plusieurs situations où les personnes sont venues vers nous, les enseignants, et on dit qu'ils souhaitaient consulter. On a cherché parmi nous, c'est-à-dire nous les psychologues, que ce soit nous-mêmes les enseignants ou d'autres psychologues qui sont au Sénégal, qui peuvent intervenir. Maintenant, nous, les enseignants, il est tout à fait possible qu'on ne puisse pas consulter nos propres étudiants si on les connaît et qu'on les a dans nos classes. Par exemple, moi, qui suis votre enseignante, si vous venez me voir et que vous dites que vous souhaitez être ma patiente ou mon patient, je ne pourrai pas vous voir. Parce que je ne peux pas vous avoir dans mon cabinet
et avoir vos copies et devoir vous évaluer et vous noter et être aussi votre enseignant. Par contre, je peux trouver autour de moi, dans mon réseau, d'autres personnes qui peuvent voir. Maintenant, la possibilité de consulter à un tarif réduit, ça existe. Comme je vous l'ai dit, la majorité des psychologues qui sont à la carte, presque tous, consultent avec des tarifs spéciaux pour les étudiants ou alors avec des tarifs plus bas pour les personnes qui ne sont pas forcément étudiantes mais qui n'ont pas forcément les moyens de payer une consultation à un tarif élevé. Et aussi, certains d'entre nous consultent en hôpital. Et donc, la consultation est au prix de l'hôpital, qui n'est pas le prix du cabinet privé. Il existe des possibilités de recevoir, de suivre une psychothérapie dans un contexte qui n'est pas un contexte universitaire, c'est-à-dire qui n'est pas dans le cadre universitaire, mais qui puisse être à la hauteur de vos attentes, sans que vous ayez besoin de vous retrouver à mettre tout votre argent pour une consultation et ne plus avoir les moyens de revenir une deuxième fois. Je pense que j'ai répondu à la question. La maladie uniquement, c'est pas seulement non plus une chose qui est fixe ou permanente, c'est quelque chose qui est là en fait, dont on fait face tous les jours, quelque chose qui est en jeu en fait. Parce que nous tous, on vit en tant qu'étudiants, surtout nous, c'est les étudiants. Parce que moi, non seulement je ne suis pas là en tant qu'expert dans ce domaine-là, mais je suis là en tant qu'étudiant qui vit la chose, qui vit la situation tout le temps, qui essaie de faire face à ça. Et j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de partager quelques tips, quelques astuces pour pouvoir faire face à des situations de stress, à des situations de dépression. Comment vraiment prévenir et pouvoir anticiper sur la situation quand on ressent certains symptômes. Comment prévenir ça de telle sorte qu'on n'aura pas besoin d'aller voir un spécialiste parce qu'on aura résolu le problème à nous seuls. Et ce sujet-là est vraiment qui nous tient à cœur. Donc, qui est défini, la santé mentale qui est définie par l'OMS comme étant un état de bien-être dans lequel une personne peut réaliser son potentiel et vraiment faire face au stress normal de la vie. Le stress, c'est déjà quelque chose de normal pour ceux qui pensaient que le stress, c'est quelque chose de négatif. Non, le stress, c'est quelque chose qui est tout le temps là, qui est présent, qu'on doit faire face. Et le stress, vraiment, ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Voilà. Et l'OMS poursuit en disant que c'est le travail de manière productive et contribuer à ces communautés qui font partie des déterminants de la santé mentale. Déjà, aussi, quand on parle de santé mentale, c'est aussi savoir gérer ses émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui est là, qui est présent. Quand on parle de santé mentale, il y a les émotions qui sont en jeu. Surtout nous, en tant qu'étudiants, quand les examens s'approchent, on est là, voilà, l'émotion qui suit quand on parle peut-être d'inhibition de certaines parties du corps qui fait qu'on ressent peut-être de la frustration ou bien de la colère, quelque chose. Voilà. On aura au fur du temps développé ce sujet-là autour de l'émotion. Et voilà. Et là, ça me pousse encore à partager des chiffres dont OMS a fait une étude sur les étudiants concernant leur santé mentale. Et OMS, ce qu'il dit, c'est que au moins un étudiant sur 3 durant l'année ressent ce qu'on appelle certaines dépressions, certains troubles mentaux qui est courant, comme l'anxiété, la dépression et le stress chronique. Vous voyez ces chiffres-là, un étudiant partout dans le monde, un étudiant sur 3 ressent ces symptômes-là au courant de sa formation. Et là, il va trop loin. Ils disent que certains pays à faible revenu comme le Sénégal, plus de 70% de ces étudiants-là n'ont jamais eu à faire une consultation psychologique. Vous voyez quelqu'un qui est tout le temps en jeu autour de la dépression, de l'anxiété, du stress, et qui n'a jamais durant toute sa vie consulté un psychologue. Et c'est dû à plusieurs facteurs qu'on aura à développer au courant de mon intervention. Et on va aussi répondre à plusieurs questions sur
quels sont les facteurs qui ont vraiment contribué à ce que l'étudiant, sa santé mentale soit en jeu de cette sorte-là. Et on aura aussi à parler de quelles sont les conséquences vraiment sur la vie de l'étudiant, quelles sont les conséquences sur son avenir et tout ça. Surtout, on va partager concrètement comment faire face à ces situations-là. Voilà. Et déjà, pour répondre à la question, pourquoi en parler à l'université? Pourquoi parler de la santé mentale à l'université? Déjà parce que les étudiants sont tout le temps exposés à des facteurs qui peuvent nuire au bien-être, à notre bien-être mental. Déjà, la pression académique qui est là, les examens, nos mémoires, la concurrence entre nous étudiants, tout ça, ce sont des facteurs qui sont là, qui contribuent à ce que qu'on ait un déséquilibre mental ou bien un déséquilibre émotionnel. Il y a aussi ce qu'on appelle la précarité financière. On est là avec, on a besoin vraiment de l'argent pour pouvoir imprimer nos cours, faire le transport pour venir à l'université, acheter des tickets pour aller au resto ou section au campus, ou bien plein d'autres choses, parce que étudier, ça demande de l'argent, ça demande de la finance. Et là, c'est une question dont beaucoup d'étudiants ont un souci à régler et ça contribue également à déséquilibrer l'état de bien-être de l'étudiant. Il y a aussi ce qu'on appelle l'isolement émotionnel. Là, on est là, on ressent de l'émotion, une émotion dont on a besoin de libérer. Et là, on n'a personne pour nous assister. On est seul. On est obligé d'intérioriser les choses. On a besoin de garder les choses parce qu'on n'a personne à qui parler. Et non seulement parler, mais quelqu'un à qui parler de telle sorte qu'il aura notre secret en lui et il ne le partagera jamais. Et quand je dis ça, je pense entre notre défunt collègue Matar Diagne de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui, lui, il a écrit dans son, testament, avant son décès, c'est qu'il a parlé de son problème à des collègues qui ont fini par sortir ça, qui n'ont pas pu le garder en eux. Et ça contribue à ce que les gens gardent en eux leurs émotions, n'en parlent pas, et ça leur détruit, ça leur ronge de l'intérieur. C'est ça ce qui est dangereux, c'est l'émotion. C'est que dès qu'on ne le sort pas, à un moment donné, on ressent les symptômes on est fatigué, le cœur est pompé d'émotions. Et on a besoin de le libérer. Encore une fois, c'est le cœur qui est le centre des émotions. Et là, à la fin, on ressent peut-être des palpitations au niveau dorsal, on ressent des douleurs au niveau lombalgique. Et là, on pense que c'est des symptômes physiques. On a besoin d'aller voir le médecin. Or que non, ce n'est pas le médecin qui peut aider à guérir ces. Merci beaucoup tout le monde. Je vois que les pertinentes questions là. La première question venant de Mohamed Diouf, qui demande comment gérer le stress dans sa situation de travail. Comme je l'ai partagé tantôt, j'ai partagé des tips, des techniques pour pouvoir gérer le stress. Et j'en ai cité certains qui, je vais t'en citer un exemple qui est pertinent. C'est de gérer son temps, de pouvoir gérer. Vous avez vu l'exemple que vous avez dit que vous êtes tout le temps en travail, vous ne vous reposez pas beaucoup. Et là, ça peut vraiment nuire à votre état de santé. Du coup, l'idéal, c'est vraiment d'organiser son emploi du temps et de pouvoir donner son esprit le temps de se reposer et de pouvoir souffler et d'être en forme le lendemain. J'espère que ça peut répondre à votre question et ça peut vous servir dans le cadre de votre travail. Sans transition, je vais juste répondre à l'autre question venant de Papa Amin Faye, qui dit que comment faire pour que les étudiants se sentent acteurs de leur santé mentale. Voilà, comme Alaska l'a fait, il faut vraiment sensibiliser. Il faut inviter les gens à être des acteurs et non des consommateurs. Juste là, ça peut contribuer
à ce qu'on puisse déstigmatiser la santé mentale, à briser le tabou qui est sur la santé mentale, de sorte que les gens commencent maintenant à s'investir pour leurs états de bien-être, pour respecter leur santé mentale, faire beaucoup de sport, avoir une hygiène de vie, tout ça. C'est ce qui contribue vraiment à inciter les gens à être des acteurs de leur propre santé mentale. J'espère que également ça répond à votre question. Et je vous invite à tous à dès maintenant commencer à contribuer sur la sensibilisation sur la santé mentale, à permettre aux gens de devenir des acteurs de leur santé mentale. L'autre question, c'est si le stress peut être bénéfique. Pour répondre à cette question, je prends l'exemple de si tu me posais la question si le battement cardiaque est positif ou négatif. Le stress, c'est comme ça. Le stress peut être positif comme négatif. Ça peut nuire comme ça peut être source de bénéfice. On peut stresser parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on a un examen et ça peut contribuer à booster notre cerveau de sorte que ça peut produire et donner les informations qu'il faut. Du coup, le stress, la question, en fait, ce qui m'aurait intégré, c'est quelqu'un qui dit que je ne stresse pas. Ça, c'est impossible. Tout le monde stresse et le stress est tout le temps là, il est tout le temps en jeu. La question, c'est de pouvoir gérer ce stress-là, de telle sorte que ça peut être bénéfique à la personne et non la nuire. L'autre question également, c'est existe-t-il une stratégie de gérer ses émotions? Les émotions, encore une fois, c'est comme le stress. Il y a des émotions positives, il y a aussi des émotions négatives. Et quand les émotions deviennent négatives, la façon de les gérer, c'est de pouvoir les accepter. Les émotions, on doit les accepter, les recevoir. Parce qu'elles sont là, en fait. Les émotions, elles sont là, on n'y peut rien. Du coup, il faut juste les accepter, les recevoir. Ça peut nous aider à apaiser, qu'importe l'émotion qu'ils cherchent. J'espère également que ça répond à la question. Bon, c'est vrai que je suis un peu direct à répondre à ces questions. Et voilà. L'autre question également, c'est le stress normal et chronique. La différence entre les deux, c'est que le stress, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours là, c'est toujours présent. Quand il est normal, c'est quand il est régulier, quand il est là. Quand c'est chronique, c'est quand il est là à une longue durée et qui peut nuire à notre état de bien-être. Et là, il y a des signes que notre corps donne qui disent que le stress là, c'est anormal. Le stress là, il faut vraiment, tu dois t'arrêter. Soit pratiquer ce qu'on appelle des techniques de relaxation pour apaiser ces sensations-là, ou bien aller chercher de l'aide chez des spécialistes. Voilà, merci beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour des questions que vous m'avez attribuées. Maximiser en termes de bien-être le temps que vous avez, parce que tout le monde fait avec ce qu'il a. C'est-à-dire, vous avez ce travail, vous n'allez pas changer de travail, vous allez garder ce travail, mais comment on peut faire pour que vous, le temps que vous avez qui vous permet de récupérer, soit un temps de qualité? Il y a des techniques de relaxation qui existent, dont M. Diouf a parlé. Il y en a une en particulier qui s'appelle la méditation de pleine conscience, qui vous permet de vous recentrer et qui est facile d'accès. C'est-à-dire, il y a des petites applications qui existent. Il y en a une que je peux vous conseiller tout de suite de télécharger qui s'appelle Petit Bambou. Vous l'avez dans votre téléphone, elle est d'abord en accès libre et si vous souhaitez avoir plus d'options, vous pouvez payer quelque chose, mais ce qui est en accès libre est déjà suffisant. Et vous pouvez essayer de vous exercer, ce sont des méditations guidées, vous avez juste à activer l'application et à essayer dans votre temps libre de gagner un maximum de bénéfices en écoutant des musiques relaxantes, en écoutant des pistes qui vous guident pour votre respiration. Parce que ce qui permet à un corps de se régénérer, c'est d'abord la manière de respirer. C'est l'équilibre que vous faites, parce que dans nos connexions neurologiques, il y a des impulsions qui nous électrisent, qui nous mettent dans des états de tension, de vigilance. Et donc lorsqu'on a besoin de se reposer, le cerveau, pour pouvoir passer en mode repos, il a besoin de désactiver tout ça. Et si vous passez beaucoup de temps en plus devant un écran, parce que vous êtes contrôleur aérien, la lumière de l'écran, le bruit que fait la machine accélère en plus ce système.
Donc, pour pouvoir retrouver une forme de calme, vous devez pouvoir évacuer toute cette tension et revenir à un niveau zéro. Comme quand sur votre téléphone, vous appuyez sur le bouton Reset. Vous devez évacuer tout ça et revenir à un niveau neutre pour pouvoir retrouver une forme de repos. Donc, si par exemple, vous quittez votre travail et que vous avez 5 heures devant vous pour dormir, il y a de fortes chances que vous passiez 3 heures à chercher le sommeil, que vous réussissiez à dormir 1 heure et demie et que vous réveillez après. Parce que vous n'êtes pas en mode repos. Parce que vous avez encore accumulé trop de tensions et que le temps que votre système puisse d'abord ventiler ces tensions, ensuite utiliser le temps pour penser à deux choses de vous, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire après, et votre travail, et qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine, et la famille, et les choses qui sont les messages sur votre téléphone que vous n'avez pas pu voir pendant le travail, mais qui ensuite arrivent et auxquels vous devez répondre, ça vous laisse très peu de temps pour récupérer. Donc le mieux à faire, c'est d'utiliser un outil comme celui-là. Récupérez le maximum que vous pouvez. Maintenant, pendant le temps que vous travaillez, vous devez avoir des pauses. C'est-à-dire, même si c'est 5 minutes ou si c'est 10 minutes que vous prenez pendant votre temps de travail, utilisez ces 10 minutes pour faire des pauses. Restez assis à votre bureau, mais vous utilisez l'application et vous faites 10 minutes de respiration. Vous vous autorisez à faire ça et à chaque fois que vous faites ça, buvez de l'eau. Parce que quand vous vous hydratez, vous facilitez aussi la capacité de votre corps à se régénérer. Donc il faut essayer de gagner au maximum en termes de qualité de vie sur ce que vous avez comme temps. Donc vous utilisez une application, vous essayez, si vous utilisez d'abord l'application, peut-être que vous aurez envie de le faire par vous-même. Après, quand l'application vous aura guidé, parce que l'application elle a un chronomètre où elle vous dit 1, 2 pour inspirer, expirer. Donc si ensuite vous jugez que vous n'avez pas besoin de l'application, que vous pouvez juste fermer les yeux et le faire vous-même, vous pouvez le faire si votre téléphone n'a plus de batterie, si vous n'avez pas le temps de l'allumer, si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas mettre de la lumière, vous pouvez juste vous asseoir et faire ce que vous retenez en termes de respiration. Essayez d'évacuer au maximum les tensions, de vous recentrer dans le moment présent, d'utiliser ce temps que vous avez au maximum. Plus vous allez le faire, plus vous allez vite récupérer en termes de repos dans le peu de temps que vous allez passer sur l'application. Ensuite, avant de vous coucher ou le matin tôt quand vous vous réveillez, prenez 5 minutes juste pour fermer les yeux, vous allonger. Essayez au maximum d'éviter les écrans quand vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Par exemple, 1 heure avant de vous coucher, si vous n'êtes pas en train de travailler, si vous n'êtes pas en train de vous appeler, et même si on vous appelle, n'utilisez pas le téléphone de face, mettez le haut-parleur, laissez le téléphone à côté. Et vous le posez sur une surface, vous vous allongez sur une autre surface, parce que les ondes du téléphone aussi ont un impact sur votre corps, sur votre système nerveux. Donc c'est très important aussi d'utiliser ce que vous avez comme qualité de vie et de l'utiliser à votre profit. Parce que la manière dont vous vous alimentez quand vous êtes au travail a un impact sur votre système digestif. Parce que votre système digestif, quand il travaille, il fatigue votre corps et il vous empêche de dormir. Donc, essayez pendant que vous faites votre journée d'utiliser une grande bouteille d'eau. Régulièrement, vous la remplissez, vous la buvez. Ça permet à votre corps de toujours fonctionner et d'être capable de plus facilement s'hydrater et se régénérer. D'accord ? Maintenant, comment le stress peut améliorer la performance ou être seulement une nuisance ? Monsieur Diouf a très bien répondu à cette question. Je vais simplement ajouter une petite nuance. On appelle à peu près tout stress, mais il y a l'inquiétude, il y a le trac, il y a, je sais pas moi, l'envie de réussir. Il y a toutes ces choses-là qui sont confondues sous le parapluie stress. Par exemple, lorsque vous devez faire, si vous faites par exemple de l'art, que vous faites du slam, ou bien de la poésie, ou bien que vous faites du cinéma, ou bien que vous passez à la télé pour une émission, ou bien même que moi par exemple je suis assise ici en train de vous parler, je peux ressentir du trac. Et on peut dire je suis stressée de faire la présentation. Ça peut être à ce niveau-là où simplement je suis inquiète, comment ça va se passer, comment les autres vont me regarder, est-ce que ce que je vais dire va avoir du sens ? Toutes ces questions-là, ça peut être mis sous le grand parapluie stress. Ça peut être simplement avoir le trac, avoir un peu peur d'être vu en public. Et ça, c'est une nuance, on peut travailler dessus, plus on le fait, plus on s'entraîne, on se dit ce n'est rien, tu vas y arriver, plus les gens nous font des compliments positifs par rapport à ça, nous disent tu as bien parlé, c'était bien, tu t'es bien comporté devant les autres. Plus ça nous apaise et quand on va le faire, on aura l'expérience de le faire et ça va aller. C'est une inquiétude qui est normale. Tout le monde, pour la première fois, avant de s'adresser à l'audience, ressent une forme d'inquiétude.
Quand vous levez la main au milieu de la classe et que vous devez parler devant les autres, déjà vous avez cette inquiétude. Mais à force de le faire, vous vous habituez. Donc on peut appeler ça du stress, mais c'est simplement l'inquiétude de faire face à une audience. Maintenant, à un niveau plus élevé, si jamais vous devez passer un entretien d'embauche et que cet entretien il doit déboucher sur une situation professionnelle importante pour vous, c'est normal d'être stressé parce que l'enjeu est important. On a fait le rapport tout à l'heure avec la Corée du Sud où on a dit que les enjeux étaient importants parce qu'il y avait un système de performance qui était très élevé et que les universités devaient recruter selon des critères qui étaient élevés. Donc les gens avaient beaucoup d'attentes et ils devaient beaucoup se préparer, beaucoup faire attention, beaucoup être prêts à faire face à leur interlocuteur. Je pense que quand on est souvent sous pression dans cette situation, ça peut être nocif parce que par exemple, le fait de l'être pour une fois, vous devez faire un entretien d'embauche pour avoir votre premier emploi, c'est tout le stress est serré sur un seul événement, ou peut-être quelques-uns, mais vous n'êtes pas, c'est pas une situation habituelle ni durable. Vous n'êtes pas tout le temps devant une personne qui vous évalue. Vous êtes simplement en train de le faire aujourd'hui et peut-être que vous le referez demain ou après-demain, mais c'est pour un seul objectif. Maintenant, si ça devient votre quotidien, que par exemple vous êtes dans une situation professionnelle permanente où votre, par exemple, hiérarchie, les personnes au-dessus de vous attendent sans cesse de vous que vous soyez en position de livrer quelque chose d'important, effectivement, cette situation peut être propice au développement d'un stress chronique. Parce que ça peut mettre en place des mécanismes délétères, comme l'a expliqué tout à l'heure votre camarade M. Diouf. Ce sont les symptômes qui posent le problème. Par exemple, le fait d'avoir la boule au ventre, parce qu'on va aller au travail, donc on n'arrive pas à manger, donc on a des maux de ventre. On pense à ça sans cesse, on n'arrive pas à dormir. On n'arrive pas à voir les autres parce qu'on se sent isolé, on a peur, on se demande qu'est-ce que les autres pensent de nous. Ce sont tous ces symptômes ajoutés les uns aux autres qui donnent une pathologie, comme l'état de stress aigu. Ou alors, lorsque par exemple, on se retrouve face à un incident choquant, violent, et que ça nous laisse la peur sans cesse que cet incident se reproduise, là, on est dans un état de stress post-traumatique. Donc, en fonction de l'association des symptômes en place, on a ce qu'on appelle stress est différent. Maintenant, le stress dont on parle tous les jours, quand on dit le stress positif, c'est une forme d'adrénaline qu'on ressent qui nous pousse à donner le maximum de notre performance. Le mot stress positif ne capture pas vraiment le sens de ce dont on parle quand on dit ça. Comme par exemple, on sait que on a tendance à se laisser un peu vivre et une semaine avant les examens, on se met à fond au travail. Et c'est ça qu'on appelle un stress positif. C'est peut-être la stratégie de dernière minute qu'on a toujours connue, mais comme maintenant tout le monde parle de stress, on appelle ça stress. Donc maintenant, en général, le stress, comme l'a dit votre camarade M. Diouf, c'est à peu près l'ensemble des choses qu'on ressent, comme l'accélération de la respiration, un peu l'impression d'avoir tout le temps l'idée dans la tête, le fait de se sentir un peu oppressé et de vouloir se dépêcher de faire vite les choses, sentir cette forme d'empressement pour faire quelque chose. Eh bien, ça, lorsque ça se passe dans le cadre positif, c'est-à-dire on travaille vite, on essaie de s'organiser vite pour faire vite notre travail, on peut dire que c'est positif. Le mieux, c'est quand même, tant qu'on le peut, d'alléger la pression sur des instants, de ne pas se retrouver à avoir le plus de pression sur un temps limité, d'étaler ça sur un long terme. C'est-à-dire de se mettre en place dans un planning, comme il a dit par rapport aux séminaires qu'ils ont organisés sur comment s'organiser dans la vie étudiante, comment ne jamais se retrouver à la dernière minute, comment avoir à l'avance tous les éléments qu'on doit rendre, par exemple, à des dates fixes, et travailler progressivement pour y accéder. Peut-être que, bien sûr, à la veille de chaque date limite, vous allez être stressé, vous allez revoir le document, vous allez le relire, mais vous n'aurez pas tout à faire, et donc ça sera possible. Parce que la grande difficulté des symptômes qu'on ressent dans le stress, c'est se dire que c'est insurmontable, je ne pourrai jamais y arriver. Et ça ajoute des sentiments de tristesse, de dévalorisation. Et c'est ceux-là qui sont les plus difficiles à supporter. Donc lorsqu'on se dit que la tâche a beau être large, mais qu'on peut y arriver, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Parce que les sentiments de tristesse et de dévalorisation, c'est ceux dont on a le plus de mal à se débarrasser. Est-ce que les mécanismes du stress sont automatiques ou est-ce que c'est nous qui les mettons en place? Alors, la réponse peut être oui comme non.
ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on ressent du stress se passe tout le temps dans notre corps, mais c'est accéléré. C'est-à-dire notre cœur bat toujours, mais il bat plus vite. On a toujours peur à peu près des choses pratiques de la vie. Par exemple, si on voit un danger devant soi, ça nous fait peur. Mais ce n'est pas une maladie. Donc c'est ça qui peut arriver. Par contre, la sensation d'oppression, l'impression qu'on ne peut pas y arriver, tout ça, ce sont des constructions qui sont liées à nos connaissances, à nos idées, à nos cognitions qu'on utilise en psychologie. C'est-à-dire les idées selon lesquelles je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai jamais. Ce sont ces idées qui, l'une entraînant l'autre, nous mettent dans un état de panique et d'hypervigilance. Et ce sont ces choses-là qui sont des résultats de notre situation, de la situation dans laquelle on vit et qui sont créées par le moment que l'on traverse. Par exemple, lorsqu'on se dit je suis fatigué, je ne vais pas pouvoir réussir, l'examen est trop difficile, de toute façon, qu'est-ce que j'avais à m'inscrire dans cette matière? Toutes ces questions-là, ce sont des choses que notre cerveau fabrique parce qu'il se sent mal. Et c'est un résultat de mal manger, mal dormir, mal se sentir qui s'ajoute à notre état, à la réalité de la situation qu'on vit. Le cerveau, il réagit dans le contexte. C'est-à-dire, lorsque par exemple vous dormez, mais que vous êtes malade, physiquement, vous faites des cauchemars. Ça veut dire que votre cerveau, il traduit votre état de santé par le rêve qu'on produit. Donc, le rêve est forcément négatif parce que l'état de santé est négatif. Lorsque vous vous sentez dans une belle forme, que vous vous sentez bien, il y a plus de chances que vous fassiez des rêves paisibles. Parce que vous êtes dans une situation paisible. Donc lorsque par exemple vous êtes mal à l'aise, vous êtes fatigué, vous êtes en difficulté et il y a la réalité qui est là, c'est-à-dire il y a une date, une échéance et vous devez rendre quelque chose et vous ne savez pas comment faire, forcément votre cerveau va fabriquer des idées négatives. Je ne pourrai pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, je n'aurais jamais dû, tout le monde me regarde et trouve que je suis nulle. Comment j'ai fait pour me mettre dans cette situation? Tout ça, ce sont des représentations de votre état d'esprit qui se retraduit à travers vos idées. Et une idée, elle entraîne une autre idée. Et donc quand vous vous dites par exemple, tout le monde me regarde et sait que je ne suis pas à la hauteur, vous allez développer une forme d'hypervigilance. Vous allez regarder tout le monde autour de vous, être à la recherche de chaque regard qui va confirmer cette idée-là. Regarde lui, il me regarde, ça veut dire qu'il pense ça. Si par exemple, vous regardez votre montre et que vous trouvez que l'heure passe trop vite, vous allez être sans cesse en train de regarder votre montre. Donc vous allez développer une forme d'hypervigilance où vous êtes sensible au moindre signe qui va confirmer l'idée que vous avez déjà en tête. Maintenant, pour les personnes introverties et difficiles d'accès, comment identifier une personne introvertie qui a des problèmes? C'était votre question, Mademoiselle Gay. Donc, quand vous avez une personne introvertie, c'est vrai qu'une personne qui ne s'exprime pas et qui est assez discrète, c'est difficile pour vous de pouvoir l'aborder et aborder une situation délicate avec cette personne. Je pense que en général, c'est toujours difficile quand une personne ne vient pas vers nous ou bien ne s'ouvre pas au sujet d'un problème, d'aller la voir et de lui dire « je sais que vous avez un problème ». Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Mais en général, ce qu'on peut faire, lorsqu'on voit une personne introvertie, c'est créer une situation propice à l'ouverture d'une conversation. C'est-à-dire, si on a un événement, on l'invite. Si on a envie de demander quelque chose à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu peux me prêter la note que tu as notée pour ce cours? On lui demande à elle. On essaie d'ouvrir une forme de conversation informelle qui n'est pas forcément centrée sur les problèmes de la personne, pour mettre en place un cadre de bienveillance qui fait que si la personne s'ouvre à une personne, elle s'ouvrira à la personne qui est la plus proche d'elle, et si c'est vous cette personne, il se peut que ce soit à vous qu'elle s'ouvre. Mais on n'aborde pas la personne directement sur le problème. On aborde la personne en général. Et ensuite, parfois, il se peut aussi que la personne se contente du bien-être que la relation lui fait avoir avec vous, mais ne vous parle pas de son problème et qu'elle se sente mieux juste parce que vous avez une conversation. Mais elle peut choisir, c'est sa liberté à elle, de ne pas parler de problème. Est-ce qu'il faut se confier à une personne digne de confiance? Comment on fait pour les personnes qui ont du mal à faire confiance? Je pense que c'est une très bonne question, je pense que c'était vous qui l'aviez posée. Comment on fait pour se confier, comment on fait pour écouter une personne qui a du mal à faire confiance? Je pense que c'était ça la question. Comment est-ce qu'on peut gagner la confiance d'une personne? Ça se travaille dans le temps. On n'arrive pas comme ça et la personne nous fait confiance. L'ambiance là est de construire une forme de bienveillance que vous pouvez aussi contaminer
parce que la bienveillance, le bien-être, le sourire, ça se contamine. Tout comme le stress, la pression et la mauvaise humeur se contaminent. Je pense qu'on a tissé la procédure tout à l'heure. L'envergure qu'a pris les universités coréennes. On était à peu près 25 nationalités, je suis sorti majoritairement pour vous. Et ce que j'ai appris là-bas, c'est énorme, c'est extraordinaire. Les universités, je vous donne par exemple un exemple. Ça, c'est une petite digression avant de revenir sur le sujet. Par exemple, la chirurgie esthétique. Est-ce que vous savez? Parfois, il vous arrive, par exemple, le K-pop. Vous savez que le K-pop, c'est connu en Corée du Sud. Vous avez des boys maintenant, des K-pop. Parfois, vous voyez un garçon, vous avez l'impression de voir une fille. Ils sont tellement beaux. Mais la plupart, ils font de la chirurgie esthétique. La Corée du Sud, c'est le pays de la chirurgie esthétique. Parce qu'ils ont tellement de bons hôpitaux, de bonnes universités sur le plan médical qui font des performances extraordinaires. Les gens viennent de partout, surtout dans la zone Asie du Sud-Est, pour aller dans les hôpitaux en Corée du Sud. Ils sont les maîtres de la chirurgie esthétique. Tout le monde n'a pas fait de la chirurgie esthétique, que ce soit les femmes ou bien les hommes. Donc, en matière médicale, ils sont au top. Et l'université dans laquelle j'étais, Yonsei University, créée en 1885, ces pays-là, par exemple, après, c'est plus de 300 universités dans les années, c'est énormément d'universités. Et toutes les universités sont dans les top 300. Notre problème, par exemple, dans cette université, nous, on est la première université en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, mais aussi en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique francophone. Nous sommes la première, nous sommes 20e en Afrique. Vous voyez que c'est moi, 20e en Afrique. Alors qu'on est première en Afrique francophone. Pourquoi? Peut-être un manque de publication, manque de laboratoire bien équipés. La production scientifique mondiale, l'Afrique ne représente que 1% de la production scientifique mondiale. Et ce 1%, 90% de ce 1%, on le retrouve entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ça veut dire que nous, on ne produit pas. On ne produit pas. Il faut que ces laboratoires, c'est-à-dire ce genre de thèmes, allez voir déjà faire des études empiriques et les publier. Ça, c'est important. Aujourd'hui, M. Duc nous a fait découvrir tellement de choses concernant la santé mentale. Le professeur Bari, c'est quelques mots, on a compris, parce que dès qu'il a touché cela, tout le monde ici a commencé à rigoler, parce qu'on se retrouve dans ce qu'il disait. Donc moi, pour revenir, je ne suis pas psychologue, mais j'ai fait des observations. Et moi, j'ai été enseignant pendant 8 ans, et la stratégie que j'utilise tout le temps, c'est de ne pas venir monopoliser la parole, mais je discute avec l'assistance. J'essaie de voir. Donc ce sera une discussion entre vous et moi, des questions-réponses par exemple. Alors on dit, pour maintenir donc une bonne santé mentale, il y a 4 facteurs, d'après les observations. D'abord, il faut adopter des habitudes de vie saine. Ça c'est le premier point. Il faut gérer le stress. Troisième point, maintenir des liens sociaux. Et quatrième point, chercher de l'aide si nécessaire. Alors, pour adopter une bonne hygiène de vie, d'abord on parle de l'alimentation. Vous savez, nous, notre alimentation a évolué. Avant, maintenant à Dakar, tu parles de quelqu'un, personne ne pense prendre par exemple le déjeuner du tiers, par exemple, le couscous. Tu parles de ça, on dit, t'es fou, du couscous. Est-ce que vous savez, par exemple, en Asie, là, ces gens, ils cultivent, par exemple, comme la Corée du Sud, ils cultivent du riz. Mais nous, d'après l'ANSD, le Sénégalais mange 70 kilos de riz par an. Un Sénégalais. Oui, vous aussi. Vous mangez 70 kilos. Ça veut dire que plus de sac de riz chaque Sénégalais par an. Alors on vous dit que je ne peux pas manger un kilo de riz pour le petit de chaque jour. C'est impossible. Mais 70 kilos de riz par an.
Alors que là où les gens produisent mieux en Asie, c'est 65 kg par an. La Corée, le Japon, les autres là. Nous, c'est 70, c'est l'ANSD qui le dit. 70 kg. Vous imaginez. Nous, on ne mange que du riz. Et c'est un riz trempé dans de l'huile. Cette huile-là, dont on ne sait d'où ça vient. C'est grave. On ne sait pas d'où ça vient, cette huile-là. Parce que nos huiles de riz ne fonctionnent pas tout plus. Les gens sont en train de laver cela un petit peu. Mais l'alimentation, elle est très importante. Donc c'est pourquoi ils recommandent le fait de manger des légumes, des fruits, des céréales. Dites-moi, la dernière fois que vous avez mangé beaucoup de fruits, c'est quand? Quand on a de l'argent, personne ne passe acheter des fruits. Il faut remplir le ventre avant de passer. Vous savez la dernière fois que vous avez acheté du fruit? Hier. Mais il ne faut pas que c'était pas l'assistance là, c'est hier, je suis sûr. Voilà, donc c'est ça, on a ce problème-là. Eux, les psychologues cliniciens recommandent cela. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Mais regardez par exemple notre télévision nationale, à midi. Les gens, 2 par 4 mouvements, ils te prennent tout le riz. Mais tu regardes le bol, il y a tous les légumes toujours là. On ne mange pas le manioc, on ne mange pas le chou, on ne mange pas les carottes. Mais tout est encore sur le bol. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Voilà ces habitudes alimentaires qui nous font très mal. Tout le riz est parti, vous demandez le bol, on prend des légumes, on va donner ça aux moutons et autres choses. C'est terrible. Même j'ai regardé une émission où un nutritionniste il demande aux gens mangez les légumes. Pourquoi vous laissez les légumes là sur le bol? Mangez ça. Donc les habitudes alimentaires, parfois c'est difficile. Parce que nous on aime par exemple la malbouffe. Le Sénégalais qui pense être vraiment un boss, qui vit bien, c'est celui-là qui est toujours cher. Brioche dorée, des trucs pareils, la pizza et autres. C'est pas pour rien qu'on appelle ça de la malbouffe. Mais nous, on pense que si on vit bien, c'est parce que notre mec là, il nous amène tout le temps au resto. Ça, c'est un problème, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est pourquoi on demande d'éviter les aliments ultra transformés là. Les surgelés, les pommes de terre là. Sûrement, vous avez parlé des OGM, vous avez fait des conférences sur les OGM. C'est le Monsanto, vous avez le Monsanto là, le mal que ça a fait en Amérique latine. Ça, c'est des insecticides, en quelque sorte, qu'on asperge sur, par exemple, ces genres de légumes là. Il y a le président, un ministre tchadien qui a dit un jour, il voulait avoir une sorte de contrat de convention avec le Cameroun. Au Tchad, ils ont au moins 1 million de têtes de bétail. Il leur dit, on peut avoir un contrat. On discute, on vous envoie de la viande fraîche. Mais pas que le Cameroun, mais par exemple toute l'Afrique centrale. Mais qu'est-ce que les gens préfèrent? Parce que c'est beaucoup moins cher, ils vont aller au Brésil, importer de la viande qui a été congelée pendant 10 ans. Vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez que la viande là, qui vous vient de ces sujets là, cette viande là, et même les poulets là, c'est conservé au moins 10 ans. Vous le savez ça? On ne parle pas de 2 mois, 3 mois, 10 ans. C'est cette conservation qu'on vous envoie ici. Vous le savez? Non, vous ne le savez pas. Oui, 10 ans. Ils ont des machines pour conserver ça, et puis ça, dès que tu conserves, 10 ans. C'est ce qui est grave. D'accord? Et ce que vous. Mais ça, le fait, donc, ces aliments ultra transformés, vous ne savez pas que c'est en train d'exacerber votre stress. Parce que c'est dans la nourriture qui a été là-bas figée pendant. C'est comme qui a vécu dans le temps. Voilà. Donc vous allez manger. Ça c'est grave. Deuxième point, le sommeil. Quand on est au campus ici, mais pratiquement on ne dort pas. Moi je ne sais pas, il devait y avoir par exemple une certaine législation
Au campus deuxième là, il y a un mec à côté qui peut-être a dormi l'après-midi, mais qui, à partir de nuit, qui met son le haut-parleur là, il sort ça de la fenêtre là. C'est comme s'il est en train d'animer tous les passants. Jusqu'à 2h, 3h du matin, personne ne dit rien. Tu n'arrives même pas à attendre. Parfois, tu es avec des amis qui sont là en train de discuter avec eux. Tu n'arrives pas à attendre. Personne ne comprend de vos campus normalement. Mais on n'en parle même pas. Le manque de sommeil, ça augmente l'anxiété. Ça, c'est un problème. Il faut bien dormir. Ok, pour favoriser le repos. Mais surtout à des heures régulières. Nous, on a été conçus de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on travaille la journée, on dort le soir. Il faut dormir à des heures régulières. Troisième point, l'activité physique. Il faut pratiquer de l'activité physique. Vous êtes juste à côté de la corniche, allez-y faire du sport. Les hommes, les garçons, je suppose que vous faites du sport, n'est-ce pas? Oui, mais toi, tu fais du sport. Ah oui. Et les filles, levez la main, celles qui font du sport, les filles. Levez la main. Toutes ces filles-là, vous faites du sport. Vous êtes sûr? Moi, je ne suis pas sûr. Voilà, il faut faire du sport, c'est bien. La marche, la course, la natation, ça c'est bien. Parce que le sport, ça libère les endorphines. Les endorphines, ce sont des anti-stress. Donc vous faites du sport, ça libère ça, les endorphines. Mais ils sont là en train de dormir, elles sont là, les endorphines en train de dormir, si vous ne faites pas du sport. Même la marche, c'est du sport, la natation. Faites ça, d'accord? Réduction des stimulants. Les stimulants, je ne parle pas que du champagne ou quoi que ce soit, mais il y a le café et le thé. Hein. Il y a le café et le thé. C'est bien que... Et le sucre, voilà. Il y a le psychologue qui me parle de ça, qui me donne ça. Et le sucre, il faut éviter ça. Demandez à notre chef d'après-midi, demandez par exemple encore du sucre. Ces gens, on ne met pas même pas un petit pet de sucre là-dedans. Jamais. Les thés qui vendent dans le magasin en Corée du Sud, il n'y a pas de sucre. On vous voit en train de mettre 5 becs, 6 becs de sucre là-dessus, une petite tasse de thé là, on croit que vous êtes fou. Mais par exemple, regardez, s'il y a par exemple un baptême, un mariage, la manière dont vous préparez les jus, vous prenez une bassine ou bien un gros récipient. Ok, vous vous dites que, bon, puisqu'il y a tellement de litres d'eau, donc il faut mettre l'équivalent de sucre. Mais vous regardez, même si on vous donne par exemple votre tasse de jus là, mais il y a 10 sachets de sucre là, 10 kg de sucre là-dedans. Vous croyez que parce que c'est partagé entre, donc moi j'ai 300 grammes ou 250 grammes. Non, on a mis dans le, vous savez que vous êtes en train de boire, parce que c'était dans une bâtisse. On a mis 10 kg de sucre là-bas. Vous aussi, même quand on vous donne ça, vous êtes en train de boire 10 kg de sucre. Les gens ne savent pas ça. Vous faites pas le rapprochement. On dit non, ok, c'est vrai qu'en préparant, on a mis 10 kg de sucre, mais moi on m'a donné ça, donc peut-être il y a 150 grammes ou quoi que ce soit. Il y a 10 kg de sucre ici. 10 kg. Mais c'est grave. Ça c'est terrible. Ça c'est un stimulant extraordinaire. Et le sucre, c'est sucre industriel, là, c'est juste un peu plus de 400 ans qui a été fabriqué donc, par nos ancêtres, les esclaves de les plantations. Ça c'est du sucre industriel. C'est fait pour créer de l'addiction. C'est pour créer de l'addiction. Évitez donc, il faut éviter ces stimulants. Ok? Mais surtout les boissons énergisantes. Les gens maintenant on parle de Red Bull et de trucs pareils, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux ces boissons, il faut les éviter. Il y a aussi, par exemple, les méditations de relaxation. Les Coréens ils adorent ça. Faire soit du yoga, des trucs pareils. Il faut faire de la méditation, il faut faire de la relaxation. Il faut vous calmer parfois. Après une bonne journée, on a été tellement actif, il faut pas savoir se calmer. Reposer, vous êtes là tout seul. Mais si vous habitez dans certains de nos quartiers, là, c'est vraiment de vous reposer. Alors, des enfants qui vous entourent là, tu ne vas même pas entendre quoi que ce soit. Mais trouvez-vous un petit
coin où vraiment vous demandez à tout le monde ne me dérangez plus. Hein. Moi, j'ai envie de me reposer. Il faut savoir se calmer parfois. Reposez-vous, ça c'est important. Ça, c'était pour, par exemple, une bonne hygiène de vie. Maintenant, pour le stress, il faut, par exemple, M. Diouf l'a dit, et j'étais très content quand je l'ai entendu, adopter une sorte de routine, créer un agenda pour vous dire. Les Coréens, par exemple, dans nos universités, tu demandes à un ami, même si c'est un ami, tu dis, est-ce qu'on peut se voir demain? Il sort le téléphone, il dit, attends, il regarde qu'est-ce qu'il va faire de toute la journée, c'est-à-dire de 8 heures ou bien de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures. Il sait même à quelle heure il doit aller au lit. Il dit, non, tout est dans le téléphone, tout. Tu demandes à quelqu'un, est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine? Il te demande, attends, je vais voir. Ils ont des agendas. Ils savent ce qu'ils vont faire dans le mois. Ils savent ce qu'ils vont faire. Donc il faut vous organiser. Savoir, ok, quand je me lève. Mais nous, on est là. Même quand on dit, boy, on va là-bas. Ah oui, on y va. Bon, on va voir du thé. Ah oui, venez. Bon, on va jouer du tout. Allez, on y va. Ça dit, on n'est jamais préparé. On ne planifie absolument rien. Voilà le terme. On ne planifie absolument rien. Ça, ce qui fait que voilà, on n'est pas organisé. Il n'y a aucune organisation dans la tête. Il faut savoir donc planifier les choses. Éviter l'excès d'informations. Et quand je dis ça, évidemment, vous passez à quoi? Éviter l'excès d'informations, mais surtout les informations négatives. Vous passez aux réseaux sociaux, les tomocas, mais surtout quand les informations sont négatives, vous êtes en train de vous bouler des choses qui augmentent votre stress. Évitez ça. Vous voyez des informations qui sont négatives, qui risquent de lever, en train de battre votre cœur, aller battre la chamade. Il faut se préserver.